Comment assurer la gestion de son patrimoine lorsque l'on est expatrié? Voilà la question qui va nous animer actuellement dans Enjeux Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par deux experts du sujet. Nous avons tout d'abord le plaisir de recevoir en plateau Laurent Lefebvre, associé gérant chez Perenity. Bonjour Laurent Lefebvre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés en duplex cette fois-ci depuis Barcelone par Nicolas Seignol, directeur Equance en Espagne. Bonjour Nicolas Seignol. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous également, messieurs. Nous allons tenter de comprendre comment gérer son patrimoine lorsque l'on est expatrié. On va commencer avec vous, Laurent Lefebvre. Alors effectivement, l'expatriation est d'abord un sujet professionnel, un engagement professionnel, mais peut venir assez vite le sujet de la gestion de son patrimoine, que ce soit des investissements existants ou des nouveaux investissements. Déjà, est-ce que lorsque l'on n'est plus résident français, le fait de ne plus être résident français, ce statut-là, peut-il avoir un impact sur certains types d'investissements, Laurent Lefebvre ? Alors oui ou non. D'accord, oui. Alors sur lesquels ça a un impact? Alors ça a un impact tout d'abord en fonction du pays dans lequel on va aller vivre. D'accord. Puisqu'il y a certains pays comme les États-Unis, voire le Royaume-Uni, quand on détient de l'épargne, certains établissements financiers n'acceptent pas de conserver les avoirs. D'accord. Donc ça, c'est une anticipation. Des établissements financiers français qui n'acceptent pas de conserver les avoirs en France lorsque l'on est à l'étranger. Tout à fait. D'accord. Par exemple, pour les États-Unis notamment. Ensuite, si vous partez vivre dans certains pays comme Panama, Bahamas, les îles Vierges et autres, ça va être compliqué également. D'accord, ouais. Sinon, pour le reste, la détention avant l'expatriation peut être conservée, pas de problème. Donc sur la conservation finalement de dépôts sur un compte, il faut déjà prendre en compte la destination. C'est le premier point. Si on parle d'investissement, est-ce que là aussi le statut de non-résident a eu une incidence sur des investissements qu'on aurait réalisés en France lorsqu'on était résident français? Est-ce que le statut de passé non-résident change quelque chose ou non? Non. Non, pas spécialement. Ça change pas. Par contre, sur les futurs investissements, ça sera autre chose. Alors, on va l'évoquer dans un instant. Nicolas Seignol, j'ai envie de vous poser la même question. Vous êtes basé à Barcelone. Alors, Equance, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais est plutôt spécialisé sur cet accompagnement patrimonial des Français expatriés. Vous-même, vous accompagnez des expatriés en Espagne. Est-ce que ce statut de non-résident français en Union européenne doit être pris en compte lorsque l'on est expatrié, ou à partir du moment où on est résident européen en Union européenne, les règles restent les mêmes? Alors oui, tout à fait. Donc avant de commencer par finalement compléter ce qu'a dit mon confrère Laurent sur les impacts qu'il peut y avoir sur des investissements, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'une expatriation, pour qu'elle soit réussie, il faut vraiment bien la préparer avant son départ. Puisque souvent on a le réflexe de la fiscalité, ça nous vient tout de suite à l'esprit, c'est une bonne chose. Mais je voudrais dire en introduction simplement que pour que la gestion de patrimoine soit parfaite et complète dans un cadre international, il faut penser aux règles fiscales qui vont être applicables à son patrimoine, mais pas que. Il y a aussi toutes les règles de droit international privé qui vont être importantes à analyser avant son départ et qui vont pouvoir impacter de façon importante et même parfois insoupçonnée, je pense au régime matrimonial et sa mutabilité qui peut apparaître au cours d'une expatriation. Donc voilà, et ça va influencer énormément le conseil en gestion de patrimoine. Donc ça veut dire, Nicolas, ça veut dire qu'avant même de partir, il faut faire un point sur sa situation patrimoniale, puisque ça aura des incidences sur la vie qu'on pourra avoir en tant qu'expatrié. Exactement, il va y avoir les conséquences fiscales avec les règles fiscales qui vont évoluer, mais également tout ce que je disais auparavant, donc le droit international privé, qui va avoir un impact très fort sur la gestion en elle-même du patrimoine. Alors, si je reviens un petit peu sur les investissements, la fiscalité, on la traitera dans un second temps. C'est évidemment une grande question, j'imagine, quand on est expatrié. Pour compléter ce qu'on a commencé à dire avec Laurent Lefebvre, alors effectivement, on a parlé de la situation aux États-Unis ou en Angleterre lorsque l'on a des dépôts sur un compte. Quand on est dans un pays de l'Union européenne, la question est simple, c'est est-ce qu'il y a des grands changements ou de toute façon, comme on est dans le même marché économique, finalement, la situation d'un expatrié ne change pas d'un pays de l'Union européenne à l'autre? Pour moi, la situation, elle peut changer. Elle peut y avoir deux types d'impacts. Déjà, un impact sur les classes d'actifs qui vont être accessibles finalement aux Français qui est devenu non-résident. Donc typiquement, si on prend un exemple, tout ce qui est Pinel ne sera plus accessible dès lors qu'on a endossé une casquette de non-résident.
Et si on prend un autre exemple bien connu des Français, donc le PEA, maintenant on peut s'expatrier avec son PEA, il n'y a pas de problème, on ne va pas nous faire fermer notre PEA au moment de passer la frontière. En revanche, on ne pourra plus rajouter d'argent sur son PEA, on pourra simplement l'arbitrer. Mais voilà, on pourra en tout cas ne pas ouvrir un PEA quand on est non-résident, ce n'est plus possible. C'est intéressant ce que nous dit Nicolas Seignol, Laurent Lefebvre. Alors là, effectivement, on est plus dans les nouveaux investissements, ou en tout cas dans la continuité d'un certain nombre d'investissements. On reviendra sur le Pinel ou sur l'investissement immobilier de manière générale, mais sur le PEA, effectivement, je peux avoir ouvert un PEA en France, ensuite être muté à l'étranger. Et là, ça veut dire que ce compte qui est hébergé en France, je n'ai plus les mêmes droits sur ce compte. Vous avez le droit de conservation et de le faire vivre, de l'animer, changer les supports financiers. Ah, j'ai quand même le droit, effectivement, de continuer à réaliser des investissements dessus. Voilà, mais pas de le compléter. D'accord. Puis d'effectuer de nouveaux versements. Donc je ne peux. D'accord. Donc en fait, je peux. Ah oui, je peux l'animer, mais je ne peux pas faire un nouveau versement pour acheter de nouvelles actions, par exemple. Vous pouvez pas. Si vous faites des rotations de portefeuille, vous pouvez, mais vous n'allez pas ouvrir un nouveau PEA ou un PEA PME quand vous êtes expatrié. D'accord. Et de la même façon, tous les dispositifs qui apportent une réduction d'impôt, vous ne pourrez pas en bénéficier si vous êtes en dehors de la France. Si les fonds proviennent du pays dans lequel je suis résident, ou simplement parce que moi-même je suis résident hors de France à ce moment-là? Du fait d'être non-résident fiscal français, vous ne pouvez plus bénéficier des dispositifs fiscaux avec réduction d'impôt. Et alors, est-ce que je peux ouvrir un équivalent PEA dans un autre pays ou du fait que j'en possède déjà un en France, la situation est compliquée également? Bon, le PEA, c'est un produit français. Bien sûr, non, mais donc, c'est pour ça que je parle d'un équivalent PEA. Oui, mais... oui, après, l'équivalent d'un compte-titre. Oui, évidemment. Oui. Nicolas Seignol, les Français que vous accompagnez qui sont expatriés justement en Espagne ou ailleurs, mais on va prendre cet exemple espagnol, s'ils veulent continuer à investir sur les marchés financiers, s'ils veulent aller notamment sur les marchés financiers espagnols ou continuer à investir sur les marchés financiers français, comment peuvent-ils faire dans ces cas-là ? On peut continuer de travailler toute cette classe d'actifs financières via différents supports. Donc, ça ne sera pas le PEA, puisque, comme le disait Laurent, on pourra effectivement l'arbitrer, faire tourner son patrimoine, mais en aucun cas l'alimenter. Mais en revanche, reste à notre disposition le compte titre. Aucun problème à ouvrir un compte titre dès lors qu'on est non-résident. Aucun problème également pour aller ouvrir une assurance vie. Voilà, nous, c'est vrai que pour tout ce qui est assurance vie, et ça va être un peu en lien avec la fiscalité, on aime bien travailler avec la place d'assurance vie luxembourgeoise, mais ça c'est pour une question de neutralité fiscale et aller éviter tout risque de double imposition dès lors qu'il y aurait une absence de convention entre les deux pays, entre la France et le pays de résidence. Alors justement, si on évoque le sujet fiscalité, on reviendra sur l'immobilier après, on a déjà donné quelques lignes avec Laurent Lefebvre, on va commencer par l'exemple espagnol et ensuite on élargira avec vous Laurent Lefebvre. Fiscalement, donc à partir du moment où je ne suis plus résident français, en France en tout cas, je n'ai plus droit à tous les dispositifs avantageux fiscalement. Et quelles sont les grandes incidences que cela peut avoir fiscalement, Nicolas Seignol, quand je suis résident en Espagne ? Alors, on va perdre quelques avantages, c'est vrai. On ne va pas avoir accès aux mêmes packages fiscaux que les Français. En revanche, d'un point de vue fiscal, un point très important à noter qui différencie fondamentalement les Français résidents des non-résidents, c'est que sur tout ce qui est revenu de capitaux mobiliers, on va être exonéré de prélèvements sociaux. Voilà. Donc ça, c'est un point important à dire. Par exemple, si sur des dividendes de source française sur lesquels on aurait fait l'option de la flat tax à 30%, on ne va subir une fiscalité à la source française, dès lors qu'on est non-résident, sur ces dividendes de source française, que de 12,8%. Les 17,2% restants, les deux, donc on arrive à 30%, ne seront pas demandés. On n'aura pas à payer ces prélèvements sociaux. Et aussi, je rajouterais que sur cette catégorie, donc sur les revenus dits financiers, par exemple, tout ce qui est plus-value mobilière, une plus-value mobilière réalisée par un Français sur le sol français, quand il se trouve en situation de non-résidence, ne sera pas taxée. On sera complètement exonéré de cet impôt sur le sol français. Mais attention, il faudra bien ensuite regarder à la loupe quelles sont les conséquences fiscales dans le pays de résidence de la perception d'une plus-value mobilière en provenance de l'étranger. Est-ce qu'elle sera taxable ou est-ce qu'elle ne sera pas taxable? Voilà. Elle peut être taxable. Ah bien sûr. Là, alors qu'on était propriétaire en France, qu'on a été expatrié, qu'on a vendu ce bien en France, on peut être taxé dans le pays dans lequel on n'est que de passage, si je puis dire. On est résident quelques années. On n'est que de passage, mais on est résident. Il y a beaucoup de pays qui, comme la France, taxent les revenus et le patrimoine mondial dès lors qu'on est résident. C'est le cas de l'Espagne, mais ce n'est pas le cas de tous les pays.
Laurent Lefebvre, si on élargit un petit peu, là on a donné le cas espagnol, si on élargit un petit peu, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête de manière fiscale, très concrète, quand on est expatrié, quand on va être expatrié, qu'est-ce que ça peut changer pour nous en termes fiscaux? Bon, le point essentiel, hein, c'est en effet l'absence de prélèvements sociaux. C'est quand même 17,2%. Bien sûr, c'est quand même important. Mais ça veut dire quoi ça? Si je reviens sur cet exemple, ça veut dire qu'il vaut mieux finalement réaliser des investissements sur les marchés financiers via un PEA, mettons, avant de partir à l'étranger et ensuite de mettre ça en pause entre guillemets sur ce type de dispositif ou que même si j'ai réalisé une vente sur mon PEA, ah bah non parce que je ne pourrais pas sortir l'argent pour le coup. Non. Alors, voilà c'est ça. Donc non mais c'est là où c'est important de poser la question. Le point c'est que si on compte revenir en France, c'est vrai que tout placement financier, de toute façon, aujourd'hui est taxé de la même façon. On parle de la flat tax, 30%, y compris CG-CRDS. Donc, il n'y aura pas de CG-CRDS du fait d'être parti. Ce qui est surtout important, c'est d'épargner. D'accord. Et les plus-values seront exonérées de prélèvements sociaux si je vends pendant mon expatriation. D'accord. Et surtout, sans anticiper l'étape du retour, mais ça sera important de faire une cession y compris donc pour que les plus-values soient exonérées de ces prélèvements sociaux. C'est ça surtout. D'accord, donc c'est plus en anticipation du retour si jamais j'ai besoin de ces sommes d'argent ou de ces investissements à ce moment-là. Voilà. En matière d'investissement immobilier, pour le coup, est-ce qu'il y a des choses à avoir en tête? Est-ce que si je vous avais donné l'exemple des États-Unis tout à l'heure, c'est peut-être une fiscalité particulière, mais que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, en tout cas hors Union européenne, est-ce que ça peut être intéressant en tant que résident français, mais non résident, enfin pardon, en tant que citoyen français non résident en France, mais dans un autre pays, d'y réaliser dans le pays en question des investissements immobiliers? Alors, c'est toujours intéressant, certainement. Après, il faut faire attention au contexte local du pays dans lequel on vit. Est-ce que c'est intéressant de réaliser un investissement? En tout cas, sur l'immobilier, si l'investissement est réalisé en France, un investissement immobilier en France, qu'on habite en France ou qu'on soit non résident fiscal français, c'est la fiscalité française qui s'applique. D'accord. Y compris les prélèvements sociaux. Parce que ce dont on disait, l'exonération de prélèvements sociaux, c'est uniquement sur les produits financiers. Bien sûr. Donc ça ne changera rien. Ça ne changera absolument rien. Le fait d'être non-résident ne change strictement rien à la fiscalité sur les revenus immobiliers ou les plus-values immobilières. Donc là, ça veut dire que même si je vends un appartement alors que j'habite aux États-Unis, ça ne changera absolument rien sur la fiscalité qui s'appliquera. C'est ce que vous nous dites. Exactement. Nicolas Seignol, donc vous êtes à Barcelone. Vous allez peut-être pouvoir nous répondre sur cet exemple précis en Espagne. Est-ce qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent pour des résidents, des citoyens français, pardon, je vais y arriver, mais non résidents en France? Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement dans le pays d'accueil où là encore, il faut prendre en compte que on va rentrer un jour en France et que ça peut créer des complexités pour le retour sur le sol français? Bien sûr, avec plaisir Nicolas, mais si vous me permettez, j'aimerais revenir sur l'exemple immobilier, la fiscalité, puisque pour bien être complet pour nos auditeurs, c'est vrai que là on pointe quand même du doigt quelque chose qui n'est pas très positif d'un point de vue fiscal pour les non-résidents, puisque les règles fiscales applicables, effectivement, prévoient donc un taux fixe 20% dès le premier euro et qui montera à 30% dès lors qu'on réalisera plus de 26 000,70 € de revenus sur le sol français par an. Ça, c'est pour la partie impôt sur le revenu. Donc, on voit que contrairement à un résident qui sera taxé sur son TMI plus prélèvements sociaux, dès le premier euro, on va déjà payer 20% au niveau de l'impôt sur le revenu. Mais une chose fondamentale qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment une dichotomie de traitement entre les Français qui sont non résidents Union européenne avec ceux qui sont résidents en dehors de l'Union européenne. Puisque d'un point de vue de l'impôt sur le revenu, les règles n'ont pas changé. On va rester sur son taux de 20% qui montera à 30% au-delà de 26 000 € de revenus par an. Mais en revanche, la grosse différence se fait au niveau des prélèvements sociaux, puisqu'on a la chance pour les non-résidents Union européenne depuis 2018 de n'avoir à payer qu'un prélèvement solidaire de 7,5%. En revanche, pour nos compatriotes qui sont, prenons l'exemple de Singapour, donc hors Union européenne, la sanction est assez lourde, puisque pour quelqu'un qui aurait plus de 26 000 € de revenus, il serait taxé marginalement à 30% sur l'impôt sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc là, clairement, il faut faire attention quand on est à l'étranger, quand on veut continuer à réaliser des opérations immobilières, il y a vraiment un intérêt à continuer à le faire, j'en suis le premier convaincu, mais il faut faire attention quand même sur quel type d'actifs on va investir pour ne pas être trop pénalisé par la fiscalité.
Merci beaucoup Nicolas Seignol. Il y a encore pas mal de questions que j'aurais voulu vous poser à tous les deux, mais on n'aura malheureusement pas le temps de le faire. Nicolas Seignol, je rappelle que vous êtes directeur Equance en Espagne. Merci également Laurent Lefebvre qui est avec nous en plateau. Je rappelle que vous êtes associé gérant chez Perenity. Merci à tous les deux de nous avoir proposé une première introduction finalement sur la gestion de patrimoine tout en étant expatrié. J'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger ensemble pour comprendre un petit peu plus en détail tous ces mécanismes. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.